Et si nous faisions un petit voyage dans le temps, ici, sous la Grande Arche de la Défense, à la Cité de l'Histoire, un espace de 6000 mètres carrés où nous allons pouvoir traverser ensemble l'histoire de France. Allez, venez, suivez-moi. Première animation proposée, un parcours immersif retraçant 12 siècles de l'histoire de France. Parmi ces tableaux, nous avons une scénographie avec Charles de Gaulle, c'est très impressionnant, on s'y croirait. On est presque au musée Grévin ici, c'est d'un réalisme incroyable. Où est-ce qu'on est exactement? On est dans le bureau du général à la Boisserie, donc à Colombey-les-Deux-Églises. On est en plein hiver 1954 et vous le voyez en train de relire les épreuves de ses mémoires de guerre. Donc il n'est pas encore le fondateur de la Ve République là, il est le héros de la France libre. Sur cette étagère, on a un disque d'enregistrement des discours du général de Gaulle. Or, nous avons un enregistrement qui est diffusé pendant que les gens voient la scène. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l'a dicté aussi bien que la raison. On a une photo du général avec sa fille qui était handicapée et qui a justifié qu'il achète cette maison de la Boisserie pour permettre à Anne d'avoir un endroit un peu à l'écart du monde et à l'abri. Mademoiselle Ariane en classe, vous avez 2 heures de colle, je me permets de vous le rappeler. J'arrive. Oh, je suis navrée. Oh, je me mets au premier rang, comme ça. Ça fait plus faillot, mais j'aurai une bonne note. Mais 13 juillet 1903, mais on avance à reculons dans l'histoire, Franck, comment ça se fait? On part d'aujourd'hui, on est parti de 2023 et on fait des sauts en arrière. On s'enfonce dans l'histoire d'une certaine façon. Là, j'ai mon cahier. Dis-moi, j'ai bien écrit. Avec les pleins et les déliés. C'est une copie ou c'est vraiment Non, c'est un cahier authentique. Tout ce qui est présenté ici est composé d'objets authentiques. Je suis directement mise moi-même dans la peau d'un personnage, comme si je devenais une actrice de cinéma, comme si ce décor était lui-même cinématographique. L'immersion est très très réussie. Et d'ailleurs, les visiteurs peuvent dialoguer avec les comédiens et faire leur propre scénario. Les comédiens sont habitués à improviser, à répondre, à réagir aux situations. Donc là, on est en 1903, on est avant la séparation de l'Église et de l'État. Ici, on évoque cette guerre scolaire entre l'école de la République. Nous sommes dans une classe de l'école de Jules Ferry et juste en face, il y a une école confessionnelle, l'Institut Sainte-Marie. Ça permet d'évoquer le grand divorce de la société française pendant la Belle Époque. Ouf, mais il fait drôlement froid là tout d'un coup. Où est-ce qu'on est? Dans quel tableau de l'histoire tu m'as plongé? On est en Prusse orientale en 1807 à la bataille d'Eylau et il y avait une neige extraordinaire au moment de la bataille d'Eylau. Mais qui dit bataille d'Eylau dit forcément Napoléon, il est là! Et c'est la bonne taille. Il fait 1m68 avec les talons des bottes et puis ce grand chapeau, ça lui donne l'air presque imposant alors qu'il avait quand même une taille plutôt moyenne. Là, on est carrément sous sa tente en fait. Dans la tente de commandement et c'est l'occasion d'évoquer ce moment un peu incroyable où la France sort de ses frontières pour aller faire la guerre à toutes les monarchies d'Europe. Là, c'est fantastique. J'ai l'impression d'être au beau milieu des pages d'un livre de Zola Germinal, là, dans les mines. C'est exactement ce qu'on a voulu faire. On est dans les années 1880, dans un boyau de mines, et c'est un moyen décalé d'évoquer la Belle Époque. C'est-à-dire qu'on parle de ce qui se passe ici en dessous, mais on parle aussi de tout ce qui se passe au-dessus. C'est un travail énorme, hein. Il faut voir à quel degré de soin les artisans et les artistes qui ont travaillé avec Thierry Rétif sont allés pour donner cette impression. C'est multisensoriel, franchement. Tu entends le son là des pioches qui vont taper dans le charbon. Ça sent pas le charbon, oui. C'est peut-être pas plus mal. Il n'y a pas l'odorat, ok, c'est pas mal. Encore un autre univers là. On est au Faubourg Saint-Antoine, dans un atelier d'ébénistes, le 14 juillet 1789. On est en train d'assister à la prise de la Bastille. Voilà. Oh là là. Mais vous n'êtes pas trop choqués là par tout ce qui se passe sous vos yeux? Ah ben vous avez vu ce charivari? N'a-t-il pas qui se croit de taille à prendre la Bastille maintenant? Ah, ils ont donc pas de travail ces gens-là, pas d'atelier à tenir, pas de famille à nourrir. Mais qu'est-ce que vous faites vous n'êtes pas avec eux? Ah mais non, mais regardez ça, regardez, dans 10 ans on n'en parle plus de leur coup de sang. Vous pensez pas que ça va changer quelque chose dans l'histoire de France? Pas du tout, comme si ça allait changer quoi que ce soit. Comment qu'ils disent, là, leurs états généraux, leur assemblée nationale, leur déclaration solennelle, hein, leur serment la main sur le cœur. La Révolution française, c'est quand même un moment de l'histoire très important que tu es en train de vivre. Mais un moment de l'histoire, moi j'en sais rien, moi j'y entends rien, la politique, la constitution, tout ça. J'ai pas que ça à faire moi la Révolution. Je crois qu'on vit pas tous de la même manière l'histoire de France. En tous les cas, ce qu'on nous a appris,
C'est pas très révélateur là. Là, le décalage, il consistait à montrer que lorsqu'on vit l'histoire, il arrive qu'on passe à côté de l'événement. Et ça fait beaucoup rire les gens en fait. Dis-moi, je peux peut-être te filer un coup de main. Bah écoutez, vous pouvez essayer de raboter un peu ça, là, vous prenez la plane, et puis vous essayez de faire quelque chose de plat. Allez, faut que ça accroche. Il faut tirer, madame, faut tirer. C'est pas mal. J'ai fait des trous partout, je pense que chacun a son métier. Moi je retourne au mien, je te laisse au tir. Et nous ouvrons une nouvelle fenêtre sur l'histoire. Autre ambiance, une fois encore. Cette fois-ci, je vois des îles. Il ne serait pas question de colonisation? Oui, on est dans le premier empire colonial français, à l'époque du roi Louis XV. On est donc une génération avant la prise de la Bastille, en 1765. Et l'on voit ce monsieur qui est bien habillé à la façon de Louis XV. Vous voyez, il est en train de lire le dictionnaire philosophique de Voltaire. Ah, il est très éclairé alors. Oui, ce sont les Lumières, sauf que les Lumières ont leurs ombres et que, en réalité, il fait commerce du bois d'ébène. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un esclavagiste. Ce qui est fantastique ici, c'est que somme toute, la Cité de l'Histoire est un lieu atemporel parce qu'à la fois on retrace les grands événements historiques et en même temps on utilise tous les moyens techniques de notre temps. C'est vrai qu'on a mis des technologies très très en pointe au service de quelque chose qui lui est censé nous ramener dans le passé. Combien de temps exactement le projet a mis pour voir le jour? Nous avons mis 1 an tout rond pour faire tout ça. Vous pouvez avoir jusqu'à presque 400 ouvriers sur le chantier. Tout le monde a travaillé jour et nuit. 1 an de réalisation, moins de 10 millions d'euros. Je pense qu'on aurait pu imaginer qu'un projet comme celui-là prenne 3 fois plus de temps et 2 fois plus d'argent. Mais quel banquet ici, un banquet digne des Vikings, non? Oui, sauf que c'est un banquet qui a été massacré, oui, qui a été interrompu par une des invasions de ces envahisseurs là qui arrivent par le fleuve, de ces fameux Vikings, enfin les Normands comme on devrait dire. Pourquoi est-ce que c'est la dernière scène du parcours sur l'histoire de France? Parce que avant, la France ne s'appelle pas encore la France. Donc on évoque Charlemagne, on évoque Clovis, on évoque Vercingétorix, mais on les évoque d'une façon plus théorique. On ne sera plus à ce moment-là dans l'immersion. Deuxième animation, l'ellipse 360. Alors effectivement, je vois tout à 360 degrés. Nous avons créé un monument avec des colonnes, des pilastres, des corniches, etc. à 360 degrés, mais il n'est pas circulaire, il est elliptique. On a multiplié les difficultés et il y a là-haut 9 projecteurs 4K laser, c'est-à-dire de la projection monumentale. Il y a 16 colonnes de son qui permettent d'immerger complètement le public dans un spectacle à 360 degrés qui dure environ 25 minutes et qui, pour ce premier spectacle, raconte la vie de Victor Hugo, ou plus exactement, nous raconte le 19e siècle à travers le regard de Victor. Troisième et dernière animation, cette frise chronologique-là, tout autour de moi, géante, combien de kilomètres fait-elle? Elle fait 170 mètres, ce qui est déjà pas mal. Oui. 170 mètres pour évoquer 25 siècles d'aventure humaine, tout continent et toute civilisation confondue. À travers 400 dates clés, c'est ça. Et pour y avoir accès et comprendre un peu ce qui s'est passé à chacune de ces dates, nous avons ces bornes tactiles. Et si j'appuie sur l'une d'entre elles, là par exemple 1024, diffusion du papier-monnaie dans la Chine des Song. Pour chaque date, on a une animation pour que ce soit quasiment comme des dessins animés à chaque fois. Allez, 1862, qu'est-ce que je vais découvrir? La musique. Et on a à Saint-Pétersbourg pour la création de Giuseppe Verdi, de la force du destin. On a essayé d'évoquer l'histoire des sciences, l'histoire des transports, l'histoire quotidienne, bien sûr l'histoire diplomatique, militaire, etc., la grande histoire, mais aussi cette histoire artistique. Et là, de voir Verdi diriger la force du destin à Saint-Pétersbourg, ça montre l'efflorescence artistique et musicale dans l'Europe de cette fin du 19e siècle. Nous avançons dans le temps jusqu'en 2021, mais dis-moi, là on a Angela Merkel, évidemment son départ qui est évoqué en 2021, mais il va falloir que tu casses les murs pour pouvoir suivre l'histoire qu'on a au moins jusqu'en 2023. Il va surtout falloir réorganiser les écrans pour pouvoir ajouter 2, 3, 4 dates à mesure que le temps passera. Oui, c'est vrai, on va aller en 2023 et même sans doute au-delà, j'espère en tout cas. Et au sein de cette cité de l'histoire, nous avons une librairie, mais une librairie quand même assez conséquente, riche en ouvrages historiques. Oui, on peut dire que nous avons 1300 références là pour le moment, ce qui veut dire que dans 6-8 mois,
Si les choses continuent à ce rythme, nous aurons sans doute une des plus grandes librairies d'histoire en région parisienne. Nous voici côté boutique cette fois. On doit toute cette décoration à Jacques Garcia, qui est le plus célèbre décorateur français, qui nous a fait beaucoup d'honneur en tranchant ici avec l'ambiance un peu minérale, un peu austère de la Défense. Ici, on est dans une ambiance hyper cosy, hyper chaleureuse en fait. C'était ça le but, c'était de faire cette coupure. Ça fait une espèce de galerie des glaces revisitée. C'est vrai. Et si vous voulez prolonger l'expérience, vous pouvez également visiter Notre-Dame, mais en réalité virtuelle. Regardez, ça vaut le détour. Waouh, c'est vertigineux. Oh, il y a même des poutres à enjamber. Ouh, je me régale. Ça fait bizarre là. Bye bye. Oh, je préfère être là.